On termine avec le chapitre 1 en abordant les méthodes approchées, qu'on appelle heuristiques. Et si elles sont donc un cadre général qu'on peut utiliser pour résoudre plusieurs problèmes d'optimisation combinatoire ou tous les problèmes d'optimisation, on ajoute le préfixe méthode. Donc toujours cette image d'un espace de solution, d'un problème d'optimisation combinatoire, mais cette fois-ci le problème est de grande taille. Donc nous avons ici des milliards de solutions et le but c'est de trouver la solution optimale. Alors ce n'est pas que la taille du problème, on peut avoir des problèmes de grande taille, mais malgré ça il est facile à résoudre. En fait il y a un autre point qui agit aussi sur la difficulté d'un problème, c'est la convexité qu'on va essayer d'expliquer brièvement par la suite. Le plus important c'est que on a développé donc des méthodes de résolution exactes dans la partie précédente. Et en voulant l'appliquer sur un problème d'optimisation, au début, lorsque l'instance est de petite taille, ça marche, les résultats sont corrects. Mais dès qu'on commence à augmenter la taille, des fois ça marche. Bon, ça ne veut pas dire que lorsque c'est grande taille, donc la méthode de résolution exacte ne fonctionne pas. Rappelez-vous, le Brush and Bound permet grâce au bound d'arrêter ou bien d'éviter un grand espace de recherche et de se focaliser uniquement dans des endroits où se trouvent des solutions de haute qualité. Mais malgré ça, lorsqu'on augmente la taille du problème, on voit de temps en temps que la méthode de résolution ne s'arrête pas. On attend des minutes, des heures, même des jours, et on voit que le curseur qui clignote, aucune réponse. On croit même que nous avons fait une erreur de programmation, peut-être que c'est une boucle infinie. On arrête, on change un petit peu le programme, on ajoute un affichage de la meilleure solution trouvée jusqu'à maintenant, rappelez-vous le ZBest. On relance. Donc on voit bien que le ZBest évolue de temps en temps. Si c'est un problème de minimisation, donc il affiche 200, ensuite 180, ensuite 160, et ça descend, et tout d'un coup ça s'arrête. Ensuite, après quelques jours, on passe de 150 à 145. Donc on voit bien que la méthode de résolution fonctionne. C'est plutôt le problème qui est complexe, qui est difficile. Un espace de solution de très grande taille, et en plus ce problème-là de convexité. Donc l'utilisation d'une méthode exacte devient impossible. Il faudra penser à utiliser une méthode approchée. La plus simple méthode approchée serait tout simplement de lancer une méthode exacte et de l'arrêter lorsqu'on n'a plus le temps, surtout qu'on est en train d'afficher la meilleure solution trouvée jusqu'à maintenant. Donc là se pose le problème de l'évaluation de la qualité de la solution. Cette solution qu'on a obtenue jusqu'à maintenant est-elle bonne et donc on arrête l'algorithme, ou bien faut-il peut-être continuer encore quelques jours en attendant une meilleure solution, si on a le temps pour ça. Pour évaluer, nous avons une technique qui utilise la borne. Soit c'est une borne inférieure si c'est un problème de minimisation, soit c'est une borne supérieure si c'est un problème de maximisation. Rappelez-vous, dans la méthode Brush and Bound, on a vu que dans beaucoup de problèmes d'optimisation combinatoire, il est facile de développer un petit algorithme qui ne nous donne pas la solution, mais qui nous donne une borne inférieure ou supérieure. Donc là, imaginons que notre algorithme a trouvé une solution approchée. Faut-il arrêter ou pas? On n'a qu'à mesurer l'écart entre cette borne et la solution approchée. Si cet écart-là est petit, supposons que ce Z-là, la solution optimale, on ne la connaît pas, c'est donc ce qu'on cherche et on ne la connaît pas. Donc si cette solution approchée est tout près de la borne, là on est sûr que nous sommes presque arrivés à la solution optimale et peut-être même que ce que nous avons obtenu, c'est la solution optimale. Par contre, lorsque l'écart est grand, là on est dans le flou. Soit notre solution est de mauvaise qualité, parce que Z optimal est de ce côté-là, soit elle est de bonne qualité, mais on ne le sait pas, parce que le Z optimal peut être aussi de ce côté-là. Donc lorsque l'écart est grand, là on ne peut pas savoir quelle est la qualité de la solution. On ne peut le savoir que lorsque l'écart entre la solution que j'ai obtenue maintenant, rappelez-vous le ZBest qui est en train de s'améliorer, donc, et la distance avec le min-rond qu'on connaît au début. Donc, lorsqu'on est dans ce flot-là, on peut des fois utiliser des techniques d'intelligence artificielle ou faire appel carrément à un expert humain qui peut nous dire est-ce que cette solution-là est de bonne ou de mauvaise qualité.
Voilà, les méthodes approchées, on peut les classer en 3 niveaux. Disons, ils sont pas classés chronologiquement. On peut trouver des heuristiques qui sont plus récentes que des méta-heuristiques. Mais vous allez voir pourquoi on a fait cette classification. Nous avons les heuristiques classiques, ensuite la méthode de descente et ensuite les méta-heuristiques. Donc commençons par les heuristiques classiques. Alors ce sont en fait des algorithmes qui donnent des solutions approchées, mais qui sont spécifiques au problème. Donc on va avoir pour chaque problème, TSP, Knapsack, etc., une heuristique. Et on n'a aucune preuve que cette heuristique-là ou cet algorithme-là donne la solution optimale. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Néanmoins, on peut classer ces heuristiques-là, même si on ne peut pas tous les étudier, c'est tout à fait normal. Nous avons des principes généraux qui sont appliqués par ces heuristiques-là. Le plus utilisé, c'est le principe glouton, greedy. C'est lorsqu'on veut aller vers la solution optimale le plus vite possible en utilisant des choix rationnels à chaque fois. Vous avez aussi la construction progressive qui permet donc de revenir en arrière, on construit, ensuite on revient, etc., etc. Il y a le partitionnement qui consiste à diviser le problème en 2 ou plusieurs problèmes et ensuite combiner les solutions. Le principe glouton, on peut brièvement l'expliquer à travers quelques problèmes d'optimisation qu'on a déjà vus. Par exemple, si vous prenez le TSP, lorsque vous appliquez la technique du plus proche voisin, c'est-à-dire vous êtes à 1 et vous allez partir à 2 parce que c'est le plus proche par rapport aux autres, donc vous êtes en train d'appliquer la technique, un algorithme ou bien une heuristique glouton. Ensuite, à partir de 2, vous allez arriver à 3 au lieu d'aller vers 4. Et ensuite, vous bouclez et vous obtenez donc la solution disons, de valeur 9 et 3, 12, 14. Et vous voyez bien que cette approche, cet algorithme-là très rapide, ne donne pas toujours la solution optimale. Ici, la solution optimale, c'est 12. Dans l'algorithme Knapsack, là aussi, on a appliqué, rappelez-vous, un principe de calcul de rendement. Ça, on peut dire que c'est un algorithme glouton. J'essaie de chercher quels sont les objets les plus intéressants, donc en calculant les CI sur les AI, les coûts ou bien les bénéfices sur les poids. Et ensuite, on va prendre les objets par ordre d'intérêt. Et lorsqu'on arrive donc à la saturation du sac, comme ici, on ne va pas mettre 1,5 comme on l'a fait pour calculer la borne. Ici, on veut trouver une solution. Donc on va tout simplement prendre les objets les plus intéressants jusqu'à saturation du sac ou jusqu'à ce qu'on ne peut plus mettre des objets. Donc 9 plus 7, ça fait 16. Il reste 4, j'ai plus de place, je m'arrête et je mets 0, 0. Donc la solution ici, 1, 1, 0, 0, qui a de coût 66, on peut dire qu'on a obtenu à travers un algorithme glouton qui a tout simplement qui s'est concentré sur les objets les plus intéressants. Voilà. On peut pour chaque problème d'optimisation imaginer un algorithme et vous voyez bien que c'est spécifique au problème à traiter. Et donc il y a juste le principe. Dijkstra aussi, l'algorithme de Dijkstra est basé sur un algorithme glouton, sauf que Dijkstra il marche, il donne toujours une solution exacte, alors que pour ces deux problèmes-là, puisque ce sont des problèmes difficiles, une approche glouton ne donne pas forcément la solution optimale. Maintenant, on peut imaginer d'autres algorithmes pour d'autres problèmes d'optimisation basés sur le glouton. Voici donc pour les heuristiques classiques.